Bienvenue pour ce premier séminaire autour de la démarche ABCTR. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir en même temps que l'autre. Voilà, super. De vous accueillir au nom de tous les intervenants. Donc, on va parler ensemble de voir comment ABCTR peut contribuer, aider à créer une dynamique agricole collective autour du carbone pour alimenter les plans d'action individuels. Et donc, on va voir ça au travers de 2 témoignages d'utilisateurs, donc Xavier et Florent. Xavier sera accompagné d'Anaël. Donc, c'est un sujet très d'actualité, ce qui explique qu'on est nombreux aujourd'hui. Mais c'est super. Merci beaucoup d'être là et merci aux intervenants aussi. Donc voilà, je vous accueille pour ce séminaire ABCTR. On va voir ensemble comment justement ABCTR peut aider à apporter une connaissance plus fine du potentiel de réduction de l'empreinte carbone agricole, donc focus système de culture, à l'échelle du territoire et en lien avec ce qui se passe sur les parcelles agricoles, pour créer une dynamique favorable à l'engagement de plus grande ampleur des agriculteurs, bien sûr, dans la transition bas carbone. Et donc, pour aborder ce sujet aujourd'hui, nous avons donc Sylvain Rullier autour de la table, qui est de l'ADEME, qui est ingénieur thématique sol, agriculture et climat, et qui va introduire ce webinaire juste après. On a Florent Abivin, qui est référent utilisateur de la démarche ABCTR en Nouvelle-Aquitaine, qui est donc par ailleurs conseiller en production végétale à la Chambre d'agriculture interdépartementale 1779, donc Charente-Maritime de Sèvres. On a aussi avec nous donc Xavier Baudry et Anaël Blin, qui travaillent, donc Anaël a travaillé sur le déploiement Barrois-Côte-des-Bars dans l'Aube, donc de la Chambre, donc Xavier est à la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Il est référent bas carbone et Anaël a travaillé dans le cadre de son stage la réalisation du diagnostic initial et réalise actuellement un stage à la Chambre Grand Est, si je ne me trompe pas. Et donc moi-même, Justine Lamère, je suis référente à ABCTR, Agro-Transfert Ressources et Territoires. Donc je vais dire juste 2 mots de notre structure. Je vous laisserai après, si vous voulez en savoir plus, aller consulter notre site internet. Donc nous, on est une association de recherche-développement au service du monde agricole, avec des travaux à l'origine plutôt portés Hauts-de-France, mais certains projets avec une portée nationale comme ABCTR. Et donc, notre métier, c'est vraiment de voir comment on peut transférer les acquis de la recherche fondamentale vers le développement. Voilà. Donc, je vous propose ce programme jusqu'à 17h. Donc, on va avoir une petite introduction par Sylvain Rullier qui va nous montrer la complémentarité entre ABCTR et les autres outils de l'ADEME. Je repositionnerai donc le ABCTR, de quoi est-ce qu'on parle, parce qu'il y a derrière une méthode et une démarche, pour ceux qui ne connaissent pas en détail. Et puis ensuite, on laissera la parole à Florent, qui nous parlera de son retour d'expérience sur le Thouarcé et l'ONIS. Donc, Florent a déjà 2 déploiements à son actif. Donc, vous pourrez échanger avec lui ensuite, et puis après, on laissera la parole à Xavier et à Anaël pour le déploiement sur le territoire du Barrois-Côte-des-Bars. Et puis, on pourra encore échanger, hein. Le but, c'est aussi d'avoir une discussion à la suite des témoignages. Et puis, je terminerai par une petite conclusion. Voilà. Sylvain, je te laisse la parole. Je vais passer tes diapos. Si tu veux, ce sera plus simple. Oui, merci Justine. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être assez rapide puisque en fait il s'agissait de rappeler rapidement la genèse, enfin le soutien de l'ADEME en fait sur la genèse d'ABCTR, puisqu'ABCTR avait été soutenu dans le cadre d'un premier appel à projet de recherche qui s'appelait Réactif il y a quelques années, et puis un deuxième temps de projet dans le cadre de l'appel à projet Graines, qui est un dispositif de financement ADEME recherche et développement, et qui d'ailleurs ce dispositif qui se renouvelle puisque la prochaine session va s'ouvrir très prochainement. Voilà, il est important, je pense, de resituer déjà la démarche ABCTR en complémentarité d'autres outils que peut porter encore actuellement l'ADEME sur ces thématiques du carbone
en agriculture, à l'échelle territoriale en particulier, et puis de rappeler aussi quelles sont finalement quelle est la philosophie de soutien de l'ADEME à ce type de démarche, que ce soit en financement, en soutien de projet directement, mais aussi sur l'après, hein, comment l'ADEME cherche à inciter, à accompagner le déploiement des outils vers la transition agroécologique en l'occurrence, puisque c'est cela dont il s'agit ici. Alors sur les outils, puisque je pense que les outils et démarches qui sont cités sont, enfin en tout cas les deux premiers qui sont des démarches ADEME ne sont pas forcément connus de tous les participants. Il est important de montrer leur complémentarité et leur périmètre. Donc de rappeler que le premier outil qui est cité, qui est l'outil Aldo, en fait, qui est mis en place et animé par l'ADEME, qui est un outil gratuit en libre accès. C'est un outil échelle collectivité, donc EPCI, qui est un calculateur en fait qui permet d'estimer assez simplement les stocks et les flux de carbone des sols, mais aussi des biomasses ligneuses, donc forêts, haies notamment. Donc à l'échelle des EPCI. Alors c'est un calculateur qui repose sur une approche très simplifiée des stocks et des flux, c'est-à-dire qu'il est basé sur des références pédoclimatiques qui sont régionales, et il est basé sur des données d'occupation des sols, données spécialisées d'occupation des sols, et en fait la prise en compte plus fine des rotations culturales n'est pas intégrée dans Aldo. Les quelques pratiques agricoles stockantes de stockage additionnel de carbone sont prises en compte, mais plus à titre illustratif. Voilà, issu, on va dire, c'est une manière de valoriser notamment les travaux du 4 pour 1000. Donc Aldo, c'est vraiment une première approche, une première estimation. Ça vise à déjà donner des ordres de grandeur et à sensibiliser surtout notamment les collectivités ou les responsables techniques des EPCI sur la question de la séquestration de carbone. Voilà, et tout secteur en l'occurrence, pas uniquement agricole. Les emprises forestières, les emprises urbaines également. Climat gris, c'est une démarche déjà qui est beaucoup plus centrée sur les approches agricoles et qui est beaucoup plus complète. Donc c'est aussi une démarche qui a été initiée par l'ADEME, aussi à l'échelle territoriale, et qui est beaucoup plus complète sur l'intégration d'un diagnostic gaz à effet de serre territorial des activités agricoles, donc qui englobe toutes les émissions, méthane, protoxyde d'azote, CO2, etc., toutes les émissions de gestes agricoles, qui inclut également un volet bilan énergétique des activités agricoles, également qui pousse un certain nombre d'indicateurs, notamment sur l'évaluation du potentiel nourricier territorial, et puis d'autres indicateurs environnementaux que je ne détaillerai pas ici. Alors, sur la partie carbone des sols, stock et flux de carbone, on reste encore sur des références assez, je dirais assez sommaires, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on rejoint les référentiels et les valeurs issues d'Aldo pour le secteur des terres. Et donc, par là même, on se distingue du périmètre et surtout du niveau de précision de la démarche ABCTR qui s'est voulu beaucoup plus spécifique en fait au territoire, notamment au type de sol, aux spécificités pédologiques et pédoclimatiques, et puis surtout aux spécificités agricoles, c'est-à-dire la prise en compte vraiment des systèmes de culture, et notamment des rotations culturales, des itinéraires techniques, des pratiques agricoles, pour vraiment avoir une estimation beaucoup plus fine des états initiaux et des projections de stock de carbone dans les sols. Et puis un autre aspect vraiment spécifique aussi d'ABCTR, c'est la capacité la volonté de mobilisation de collectifs d'agriculteurs, du diagnostic jusqu'au plan d'action. Et je pense que Justine, tu reviendras certainement sur cet aspect. Je voulais dire aussi 2 mots sur la philosophie du soutien ADEME à ce type de démarche, enfin en tout cas la genèse d'outils ou de méthodologies, de projets dans le cadre des soutiens financiers R&D. C'est premièrement un souhait d'acquérir de la connaissance nouvelle, donc d'établir de nouvelles références,
en particulier sur les stocks et les flux de carbone des sols notamment. C'est un axe important pour l'ADEME depuis quelques années. Développer les méthodologies, mais c'est aussi valoriser et diffuser les résultats des projets, donc pendant les projets, pendant la phase d'accompagnement de l'ADEME, mais aussi après. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée d'amorcer une dynamique, donc favoriser, inciter au déploiement d'outils et pour aller vers une massification de l'usage de ces outils, de ces méthodologies, et puis de fait des bonnes pratiques. Et je voulais aussi faire le lien, rappeler l'intérêt de mettre en relation les différentes échelles, puis, pour la transition agroécologique, et celle des territoires et celle également des exploitations. Donc, faire le lien entre l'échelle des diagnostics carbone individuels, puisque l'ADEME aussi gère le dispositif des bons diagnostics carbone, et il y a des réflexions en cours vers l'après bon diagnostic ou les perspectives éventuellement d'approfondissement. Donc l'importance en fait de partir de l'échelle individuelle exploitation pour aller vers des démarches territoriales, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire les deux échelles doivent se nourrir. Voilà. Et donc pour cela aussi l'importance de la prise de relais, de la montée en compétence de l'échelon du conseil agricole, en fait des porteurs, des têtes de réseau et des porteurs du conseil agricole pour la sensibilisation, pour le déploiement, le portage des outils. Voilà, je trouvais que c'était important aussi de relever cet échelon-là dans la diffusion des bonnes pratiques. Oui, on avait mis une petite diapo Alors oui, il y aussi avait pour peut-être bien une précision illustrer sur le la... périmètre. Ouais, je te laisse Ouais. peut-être la main là-dessus pour Ouais, préciser. Ouais. Ça me semblait important de bien montrer la complémentarité avec Climagri, puisque certains d'entre vous ne sont pas peut-être par ailleurs utilisateurs de Climagri. Donc, comme le disait Sylvain, hein, dans Climagri, on a vraiment la prise en compte de l'élevage et des forêts et du secteur grande culture, là où dans ABCT, on s'intéresse que au système de culture, grande culture. Et puis, une vision très différente, puisqu'on va dans Climagri regarder un instant T vraiment le nombre d'animaux sur le territoire, les surfaces de production pour établir le bilan potentiellement nourricier, le bilan gaz à effet de serre et le bilan énergétique. Alors que dans ABCTR, on est vraiment sur déjà au niveau, vous le verrez juste après, dans la façon dont on va définir le système de culture du territoire. On va identifier toutes les rotations avec leurs pratiques culturelles et en lien avec les types de sols dans le but de faire un bilan gaz à effet de serre, azote et carbone. Donc vraiment cette opposition en termes de méthode où on a d'un côté une vision à un instant T et puis de l'autre une volonté de modéliser sur le long terme l'effet des rotations en lien avec les types de sols. Voilà. Donc c'est là où du coup on voit bien la complémentarité qu'il peut y avoir entre Climagri et ABCTR. Voilà, cela étant dit, je te remercie beaucoup Sylvain pour cette introduction qui permet de replacer dans le contexte, aussi des politiques nationales, on va dire, ABCTR. Est-ce qu'il y a des questions peut-être à ce stade? Quelqu'un souhaite réagir? Sylvain, c'était bon pour toi? Oui, merci. Merci, parfait. Eh ben, je vous propose de continuer sur cette lancée de repositionnement de contexte. Je vais vous parler donc d'ABCTR, plus particulièrement. Donc ABCTR, c'est une démarche et une méthode qui sont nées, comme introduit Sylvain, dans le cadre de deux projets de R&D qui ont tous deux été financés par l'ADEME. On les remercie beaucoup pour leur soutien, ce qui nous permet d'être là aussi aujourd'hui pour en parler. Donc, il y a eu un premier projet entre 2013 et 2016 qui a permis d'établir un premier prototype de la méthode et un premier cas test. Et ensuite, entre 2017 et 2020, on a eu la possibilité de vraiment bien formaliser la méthode, la démarche, l'outil et les modalités de diffusion future d'ABCTR et de réaliser déjà 4 premiers déploiements sur 4 territoires pilotes. Donc 4 tests qui ont permis aussi d'alimenter et de bien formaliser, finaliser la méthode, la démarche et l'outil. Et donc, fin 2020, ça nous a permis d'obtenir une démarche et une méthode testée et outillée et opérationnelle pour de nouveaux déploiements. Et donc, ABCTR, c'est avant tout une méthode
qui va permettre de quantifier, de spatialiser les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone organique sous l'effet des pratiques agricoles, des systèmes de culture d'un territoire. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment un focus qui est fait sur le périmètre système de culture, hein, donc les rotations de culture avec leurs pratiques. Et il y a quelque chose aussi qui est un peu différent de ce qu'on peut obtenir dans le Climagri, c'est qu'on peut spatialiser les résultats, et ça c'est important aussi pour mobiliser le monde agricole autour des résultats. Donc c'est notamment en lien avec les bases de données qu'on utilise. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc il y a 5 étapes pour mener à bien la méthode. Je vous laisse bien couper mon micro, excusez-moi peut-être pour les nouveaux arrivants. Il y a des bruits un petit peu parasites. Donc 5 étapes pour décliner la méthode ABCTR. Les 3 premières vont être dédiées vraiment à la collecte des données, où on va pouvoir caractériser les systèmes agricoles du territoire au sens de combinaison, rotation de culture, type de sol, teneur en carbone et pratiques culturelles. Et chacune de ces combinaisons va ensuite pouvoir obtenir une variation du stock de carbone et un bilan gaz à effet de serre. Donc, pour la partie carbone des sols, on a Simeos AMG qui est directement embarqué dans l'outil ABCTR. Et pour le bilan gaz à effet de serre, on a développé une méthode propre à ABCTR puisqu'on est à une échelle territoire, mais qui est quand même, vous le verrez juste après, assez proche du label bas carbone, mais c'est pas non plus complètement la méthode label bas carbone grande culture. Et donc un peu plus de détails, notamment sur cette étape collecte des données. En fait, le but, c'est vraiment plutôt à cette échelle territoriale, au sens collectivité, communauté de communes, on est sur 50-60 000 hectares de SAU. On ne peut pas se permettre d'aller voir tous les acteurs du territoire et faire une collecte de données de tous ces exploitants. Et c'est pour ça que un gros morceau du développement de la méthode ABCTR a été de voir comment on pouvait mobiliser les bases de données existantes, notamment le registre parcellaire graphique, donc les données de déclaration PAC, et le référentiel régional pédologique, le RRP, qui sont toutes deux des bases de données qu'on intègre dans l'outil RPG Explorer pour obtenir les combinaisons de rotation et type de sol à l'échelle d'un territoire. Et on associe à ces combinaisons des teneurs en carbone. Donc pour ça, on mobilise les données de la BDAT, la base de données des analyses de terre, qui est portée par l'unité InfoSol de l'INRAE, et qui applique une méthode d'affectation entre les types de sol et les teneurs en carbone, donc une méthode qui a été développée pour les besoins d'ABCTR. Et donc après, pour tout ce qui est pratique culturelle, maintenant on va surtout mobiliser de l'expertise locale avec des règles de décision vraiment adaptées à BCTR pour pouvoir être le plus représentatif de ce qui se fait sur le territoire. Voilà. Et ensuite, du coup, on peut réaliser les calculs sur chacune de ces combinaisons obtenues. Je fais juste un petit focus sur le bilan gaz à effet de serre, système de culture. Pour ceux qui connaissent bien la méthode label bas carbone, je vais vous montrer les différences qui ne sont pas énormes, hein, mais on va être du coup là, on est vraiment sur un inventaire des émissions liées à la production végétale sur les systèmes de culture, donc avec une entrée méthodologique où on a cherché à être exhaustif sur toutes les émissions qu'il pouvait y avoir, là où le label bas carbone a plutôt pris une entrée, on va chercher à quantifier les émissions là où on a un potentiel aussi d'application des leviers. Donc, dans tous les cas, dans les deux méthodes, il y a la prise en compte de la dénitrification, donc les émissions de N2O directes et indirectes, donc liées au cycle de l'azote directement. Les émissions liées à l'usage du matériel agricole. Du coup, nous, on prend en compte aussi la maintenance et la production des machines, mais aussi, donc ça, c'est différent du label bas carbone, mais aussi, bien sûr, du coup, tout ce qui est combustion, production des carburants. Et puis, bien sûr, les émissions liées aux intrants à destination des cultures, donc les engrais minéraux, phosphore, potassium, les amendements calciques, aussi les semences. Donc ça, c'est aussi un point de différence avec la méthode grande culture. Et on prend aussi la transformation des engrais organiques. J'y reviendrai juste après sur ce point. Et puis, dernier poste, les émissions, quand on a du stockage de carbone, les émissions séquestrées, et les émissions induites, quand on a un déstockage de carbone au niveau des sols cultivés. Et donc, pour être bien complet, ce qu'on ne va pas prendre en compte,
ce sont les émissions liées à l'élevage, hein, donc on est vraiment sur un périmètre système de culture, donc tout ce qui est émissions du cheptel, bâtiments, intrants pour l'alimentation de l'élevage, c'est hors du périmètre d'ABCTR. Mais ce qu'on prend en compte, c'est les émissions liées à la transformation et au stockage des effluents d'élevage. Et puis, on s'arrête à la récolte. Donc, on ne prend pas en compte du tout les émissions post-récolte, transport jusqu'au silo, stockage, transformation de la production notamment. Voilà pour ça. Donc, j'ai dit qu'Avester, c'était une méthode, donc je vous ai parlé de la méthode, mais c'est aussi une démarche qui s'articule autour de cette méthode. Donc, je vais maintenant vous présenter la démarche participative qui va mobiliser les acteurs agricoles du territoire dans le but d'identifier un plan d'action localisé pour améliorer ces bilans. Donc, on a également 5 étapes pour cette démarche. La première qui est le lancement auprès des acteurs territoriaux. Donc, comme on le disait au début, ça peut être des collectivités locales, mais ça peut être aussi d'autres périmètres. Et l'idée, c'est de voir pour mobiliser non seulement des acteurs agricoles, mais aussi les acteurs de la collectivité, pour vraiment bien les informer que cette démarche va avoir lieu sur le territoire et les liens qui peuvent être faits aussi avec les autres travaux existants sur ce périmètre-là. Et ensuite, le référent utilisateur, qui est vraiment au cœur de la réalisation de la démarche ABCTR, va réaliser le diagnostic initial en mobilisant la méthode ABCTR. Et ça, c'est un gros morceau. Anaëlle pourra vous en parler juste après, puisqu'elle l'a fait au début de l'année. Et donc, c'est un gros morceau parce qu'on mobilise beaucoup de données et on est sur souvent des SAU entre 50 et 60 000 hectares. Donc, ça fait pas mal de résultats à mouliner, mais à l'issue de ça, on va pouvoir vraiment réussir à mobiliser les acteurs agricoles autour de ces résultats qui ont la force aussi d'être cartographiés. Et donc, ça permet aussi plus facilement l'appropriation des acteurs. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est de les mobiliser dans le cadre d'ateliers de concertation, mais ça a déjà été réalisé de réaliser des ateliers de co-conception de systèmes de culture dans le cadre de la démarche ABCTR. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est aussi des moments pour sensibiliser et former les acteurs agricoles. Et c'est là où on voit le lien aussi direct qui peut être fait avec les diagnostics individuels, puisqu'on a vraiment cette notion de créer un collectif de réflexion. Et donc, soit on mobilise ABCTR en amont de ces diagnostics individuels pour justement, comme l'ont fait Xavier et Anaëlle sur le territoire de l'Aube, et ben créer de la référence sur un territoire tout simplement pour être aussi soit en tant que conseiller plus à même mieux armé pour aller faire de l'accompagnement individuel, soit ça peut être en aval pour finalement mobiliser, fédérer les agriculteurs autour de cette question et les amener à aller plus loin avec l'appui de la référence territoriale. Donc une fois qu'on a fait ces ateliers, qu'on a fait émerger les leviers, on va pouvoir les simuler en mobilisant de nouveau la méthode ABCTR pour aboutir à un plan d'action chiffré. Donc ça, c'est vraiment l'objectif d'ABCTR et c'est là où la démarche s'arrête, c'est de pouvoir fournir aux bénéficiaires de la démarche ABCTR un plan d'action chiffré. Et bien sûr, se pose toute la question de la suite, hein, comme l'évoquait Sylvain tout à l'heure. Voilà. En tout cas, ça, c'est vraiment l'objet de travail d'ABCTR. Et donc, pour repositionner le rôle d'Agrotransfert dans tout ça, donc nous, on ne va pas être l'ingénierie qui déploie la démarche ABCTR sur un territoire, mais on va être en appui de cette ingénierie, en appui du référent utilisateur ABCTR en région, en les formant et en les accompagnant sur chaque déploiement. Voilà, et donc pour illustrer un peu concrètement ce qui peut sortir d'ABCTR, donc là je vais vous montrer des exemples d'actions sans vous présenter des résultats chiffrés, hein, ça, Florent et Xavier pourront le faire, mais pour vous montrer les pistes de levier d'actions qui peuvent ressortir d'un déploiement ABCTR. Bon, on a déjà bien sûr tout ce qui va concerner la modification de pratiques culturales, et c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans les plans d'action à l'échelle d'une exploitation. Donc, tout ce qui va être autour des couverts d'interculture, l'optimisation de la gestion des couverts d'interculture, l'augmentation de la durée de la couverture végétale, l'augmentation des apports de produits organiques, des résidus de culture, mais aussi, donc ça c'est plutôt des leviers stockage de carbone. Pour le bilan gaz à effet de serre,
Bien sûr, on le sait bien maintenant, travailler autour de la fertilisation minérale et puis les pratiques de développement de semi-direct qui sont bien sûr en lien aussi avec les pratiques d'agriculture de conservation qui rassemblent d'ailleurs tous ces leviers-là. Mais ce que je voulais vous montrer et ce qui est aussi intéressant quand on se positionne à cette échelle du territoire, c'est qu'ABCTR va permettre aussi d'aller plus loin et de voir un impact élargi de l'effet de ces pratiques à l'échelle d'un territoire. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir s'intéresser à des scénarios de développement de filières, par exemple filières de bioéconomie, comme la méthanisation ou la paille-isolation, ou encore autour de la modification de l'assolement, par exemple sur l'augmentation de surface en légumineuses, donc aussi directement en lien avec l'émergence de nouvelles filières. Et donc ça, c'est vraiment permis par cette échelle territoire de pouvoir bien évaluer l'impact généralisé global du changement de pratique et aussi de voir comment on peut valoriser les synergies entre les secteurs d'activité et les filières. Par exemple, sur la méthanisation, comment on peut aussi évaluer l'impact de l'utilisation à grande ampleur du digestat. Et donc ça, c'est bien complémentaire de la déclinaison au sein de l'exploitation. Ça ne se substitue pas du tout, mais ça peut venir alimenter. L'un et l'autre peuvent s'alimenter. Il y a vraiment un lien à créer, comme on disait tout à l'heure, entre l'échelle exploitation partielle et territoire. Voilà, donc juste pour terminer très concrètement, j'en parlais tout à l'heure, comment peut fonctionner un déploiement d'ABCTR. Donc, c'est vraiment le référent utilisateur qui est au cœur du fonctionnement et du déroulé du déploiement. Donc, ça peut être un conseiller chambre d'agriculture, mais aussi d'autres structures, tant qu'il peut s'appuyer sur une expertise locale forte et fine, sur la connaissance des sols, des productions végétales, des productions animales, pour bien paramétrer l'outil ABCTR. Et donc, ce référent utilisateur, nous, on l'accompagne, on l'appuie dans son déploiement, on va le former. Il va y avoir aussi besoin de prendre une licence pour l'outil ABCTR auprès de nous. Et puis, on va voir ensemble comment justement le déploiement peut se réaliser. Et donc, dans ce qu'on avait imaginé justement à la fin du projet ABCTR 2A, c'est que ABCTR serait fait dans le cadre d'une prestation à destination des collectivités, mais pas que, hein. Ça peut être aussi pour des syndicats d'eau ou des groupements d'agriculteurs, tant qu'on est sur une emprise géographique vraiment continue, puisqu'on a besoin de ça pour mobiliser les bases de données. Ça ne peut pas être un parcellaire morcelé sur lequel on fait ABCTR, donc ça c'est une notion très importante. Mais on verra avec la Chambre de l'Aude qu'ils ont pris un schéma un petit peu différent et c'était justement ce qu'on voulait illustrer aujourd'hui. Donc voilà, pour amorcer les témoignages qui vont suivre, la complémentarité du coup que nous on voit avec les diagnostics individuels, c'est que ABCTR peut être une porte d'entrée pour vraiment créer de la référence sur un territoire, mieux le connaître, identifier les leviers pertinents et possibles pour pouvoir faciliter l'engagement des agriculteurs et aussi aller décliner ces leviers ensuite à l'échelle de l'exploitation de manière plus facile, on va dire, du moins plus avertie. Et on voit sur le terrain que ça peut parfois être un point de blocage. Donc, bonjour à tous, donc Florent Vivin, donc moi je suis conseiller de production végétale à la Chambre d'agriculture 1779. Et donc je vais vous parler donc, du déploiement de la démarche ABCTR que j'ai fait donc, sur 2 territoires, le Touarset et le Nice. Alors pour commencer, je vais vous parler du déploiement que j'ai fait sur le Touarset. Donc c'était dans le cadre du coup de la phase test donc, du projet ABCTR 2A entre 2017 et 2020. Donc c'est la communauté des communes du Touarset qui est venue nous trouver car elle était intéressée par cette démarche. Et en effet, donc la communauté des communes du Touarset donc, elle fait figure de pionnière en matière de développement durable et d'énergie verte, puisque depuis 2005, en fait, elle est engagée dans une démarche de transition énergétique grâce au projet Tipper, qui vise notamment l'implantation d'éoliennes et pour la partie agricole, donc le développement des usines de méthanisation. Également sur le territoire, donc on a une qualité des eaux qui est dégradée, donc avec des problèmes de nitrate principalement, et donc la préservation de la qualité de l'eau est un des enjeux majeurs du territoire. Et en fait, le développement économique du Touarset est principalement basé sur l'agriculture, donc ce qui explique qu'elle représente le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre du territoire. Donc, un des gros enjeux du territoire, donc, c'est de favoriser les pratiques agricoles qui réduisent ces émissions de gaz à effet de serre, qui stockent du carbone et qui sont adaptées au changement climatique. Donc,
comment s'est passé donc, le déploiement de la démarche ABCTR sur le territoire? Donc, tout d'abord, on a constitué un groupe d'agriculteurs volontaires pour travailler sur le sujet. Donc, pour cela, on a fait appel à tous les agriculteurs que l'on connaissait, qui s'intéressaient au sujet et qui souhaitaient s'impliquer dedans. Donc, on a constitué un groupe d'une dizaine d'agriculteurs. Donc, on a convié tout d'abord ces agriculteurs à des formations, donc des formations sur le fonctionnement du sol, sur le lien entre le sol et le stockage du carbone, sur les leviers pour stocker davantage de carbone, sur les émissions de gaz à effet de serre et ce genre de choses. Donc, ça, c'était une première journée de formation. Donc, on a refait une seconde journée où, en fait, sur une demi-journée, pardon, les agriculteurs ont pu simuler l'évolution du carbone sur leur exploitation grâce à l'outil Simeos AMG. Comme ça, en fait, ils ont pu mettre en place sur leur exploitation et simuler les pratiques qu'ils avaient vues sur la première journée de formation. Ensuite, donc, on a fait participer les agriculteurs au diagnostic initial. Donc, on les a fait valider ce diagnostic initial. Donc, le diagnostic initial, c'est l'impact des pratiques agricoles actuelles sur le carbone à l'échelle du territoire, donc à une échelle de 30 ans. Donc, c'est la carte que vous voyez juste en dessous. Donc, sur cette carte, donc, sur les zones qui sont en vert, c'est les zones qui stockent du carbone. Donc, plus on tend vers le vert foncé, plus on stocke du carbone. Et plus on tend vers le rouge, plus on déstocke du carbone. Donc, on les a fait échanger sur cette carte, en fait, pour avoir leur avis. Donc, pourquoi dans certaines zones, on stocke ou on déstocke du carbone, savoir s'ils avaient une explication à ça. Et à côté de ça, donc, nous, on a apporté notre expertise et on a pu comparer donc, les différentes visions. Également, donc, on a échangé sur les catégories des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est le petit graphique qui est sur la droite. Et donc, on a fait un petit quiz avec eux pour savoir s'ils savaient donc, quelles étaient les principales émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Et donc, c'était assez amusant de comparer, de voir s'ils étaient en phase avec la réalité des émissions de gaz à effet de serre. Donc, une fois qu'on les a fait changer sur le diagnostic initial, donc, on est passé à la conception de scénarios. Donc, on a fait travailler les agriculteurs sur des scénarios pour stocker davantage de carbone et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ces petits ateliers-là ont abouti à 12 scénarios qu'on a retenus. Donc, ils ont été conçus par les agriculteurs. Donc, on avait 3 scénarios sur les couverts végétaux, donc sur le développement de couverts végétaux l'été entre 2 céréales, et sur le développement de couverts végétaux l'hiver avant une culture de printemps. On a également travaillé sur tout ce qui est restitution de paille. Donc, quel serait l'impact de la restitution des pailles sur l'ensemble du territoire, ou au contraire, si on exportait toutes les pailles sur le territoire. On a également travaillé sur les échanges paille-fumier. Donc, quel serait l'impact du développement des échanges paille-fumier entre céréaliers et éleveurs? Donc, comme il y a également un fort développement des usines de méthanisation, donc on a voulu chiffrer ça et voulu connaître quel serait l'impact du développement des cives, donc des cultures intermédiaires à vocation énergétique, sur les territoires et notamment sur le carbone. On a également travaillé sur la simplification du travail du sol, et en s'intéressant au semi-direct et en regardant son impact sur le territoire. Également sur la diminution de la zone minérale. Donc, quel serait l'impact d'une diminution de 10% de l'utilisation de la zone minérale sur le territoire. Et enfin, quel serait l'impact de l'implantation de 2,5% de légumineuses, donc c'était des pois d'hiver en plus sur le territoire. Et on s'est également amusé à cumuler plusieurs scénarios, donc le scénario couverts végétaux plus le scénario semi-direct plus le scénario diminution de la zone minérale, quel serait son impact sur le territoire. Donc une fois qu'on a fait avec les agriculteurs ces 12 scénarios, donc moi je les ai simulés, et donc j'ai fait revenir les agriculteurs à une deuxième réunion pour leur restituer les résultats de ces scénarios. Donc ici je vous ai présenté le résultat d'un scénario, donc c'est un scénario sur les couverts végétaux, où on avait augmenté de 25% les surfaces en culture intermédiaire l'été et optimisé la biomasse. Donc on a augmenté de 1 tonne de matière sèche la biomasse des couverts végétaux l'hiver avant une culture de printemps. Donc vous avez sur la carte de gauche le résultat du diagnostic initial et sur la carte de droite le résultat du scénario ici présenté. Donc on voit qu'on a une évolution, donc on passe de plus 20 à plus 45 kg de carbone organique par hectare et par an. Et si on regarde, on aboutit à un stockage additionnel d'un peu plus de 800 tonnes de carbone organique par an sur le territoire, donc ce qui permet de compenser un peu plus de 3000 tonnes de CO2 équivalent par an par rapport à scénario initial.
Et même si par ailleurs, on a une augmentation des émissions brutes d'un peu plus de 1000 tonnes de CO2 équivalent par an par rapport au scénario initial. Donc ça s'explique par le fait qu'on a implanté plus de couverts végétaux, donc on a multiplié les passages de semoirs et de destruction de couverts végétaux, donc de broyage, donc qui ont émis plus de CO2. Également, la décomposition des couverts végétaux a engendré des émissions de gaz à effet de serre qui ont contribué à cette augmentation des émissions brutes. Mais si on cumule du coup cette compensation par le carbone et ces augmentations des émissions brutes, on arrive à un bilan net qui est positif puisqu'on a diminué les émissions d'un peu plus de 2200 tonnes par hectare. Donc on a beaucoup échangé sur ces résultats avec les agriculteurs et c'était assez amusant et assez intéressant de leur faire comprendre qu'on pouvait à la fois, plutôt gagner d'un côté, donc gagner sur le carbone et dégrader sur les émissions brutes, et qu'au final, la chose à laquelle il fallait s'intéresser, c'était vraiment ce bilan net, où on cherchait vraiment à améliorer ce bilan. Et donc, on avait des scénarios qui faisaient l'inverse, donc qui dégradaient le bilan sur le carbone, mais qui, au contraire, amélioraient ce bilan sur les émissions brutes. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Et donc, par la suite, donc, une fois qu'on a présenté tous ces résultats, donc, on a cherché à valoriser ces résultats au travers des groupes et notamment des accompagnements individuels qu'on pouvait faire. Donc, les agriculteurs qui ont participé à ces ateliers ont été très curieux de chiffrer le stockage du carbone et les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, mais également sur leur exploitation. Donc, le petit atelier qu'on avait fait à l'aide de Simeo CMG a beaucoup piqué leur curiosité. Lorsqu'on a présenté ces résultats également aux agriculteurs, mais qui n'étaient pas présents aux ateliers, mais lors des bilans de campagne, par exemple, ou des AG de groupe. Donc, on a intéressé et piqué également la curiosité de beaucoup d'agriculteurs. Et donc, on a eu un gros intérêt pour cet accompagnement carbone des agriculteurs qui ont participé à ces ateliers et à ces restitutions. Et donc, beaucoup m'ont contacté pour avoir plus de renseignements sur l'accompagnement individuel, pour pouvoir chiffrer un petit peu leur pratique et voir s'ils avaient des choses à gagner donc sur le carbone et également sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça a également permis donc, de créer des dynamiques pour retravailler sur l'agriculture de conservation des sols, les couverts végétaux et les cives, puisque à l'issue de ces restitutions, on a beaucoup développé les essais, notamment les essais couverts végétaux. Donc, on a testé différents mélanges de couverts végétaux, différentes dates de semis, techniques d'implantation, des couverts végétaux qu'on allait broyer et pour dedans venir ressemer un deuxième couvert avant une culture de printemps, des couverts végétaux qu'on allait faire pâturer par des animaux, des développements de cives, donc des différents mélanges pour valoriser pour la méthanisation. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, ça a beaucoup recréé de dynamisme dans les groupes. On a également beaucoup pratiqué la méthode Merci. Donc aujourd'hui, les agriculteurs sont assez familiarisés avec cette méthode et l'utilisent énormément. À chaque fois qu'ils font des couverts végétaux, j'insiste pour qu'ils fassent une méthode Merci pour qu'ils puissent chiffrer concrètement l'impact de leurs couverts végétaux et pour qu'ils puissent avoir une connaissance de la biomasse produite, puisque j'ai pu remarquer que les agriculteurs avaient toujours tendance à sous-estimer la biomasse des couverts végétaux et donc à avoir une mauvaise image de leurs couverts végétaux, alors que finalement, ils produisaient une biomasse bien supérieure à ce qu'ils pensaient. Donc voilà, ça c'est pour le Thouarset un petit peu le lien qu'on a pu faire entre le déploiement d'ABC Terre, l'accompagnement individuel et l'accompagnement également collectif via les groupes. Donc maintenant, j'enchaîne sur le développement sur l'ONIS, que j'ai fait donc, sur l'année 2022 et sur le début de l'année 2023. Donc, La Rochelle Territoire Zéro Carbone est une démarche qui a été lancée en 2019 et qui a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Et la mise en place du diagnostic ABC Terre est la première étape de cette transition agroécologique et alimentaire. Et également, c'est une zone où la qualité de l'eau est un des enjeux majeurs du territoire, puisqu'on recense des déplacements ponctuels en nitrates et en produits phytosanitaires. Et donc, un des enjeux du territoire, c'est de faire contribuer l'agriculture à la baisse générale de l'impact carbone via le stockage de carbone, la diminution des émissions de gaz à effet de serre, et notamment travailler sur de la fertilisation. Donc, comme pour le Thouarset, le lancement de la démarche ABC Terre s'est fait en constituant un groupe d'agriculteurs volontaires. Donc, on a fait également appel à nos groupes de développement agricole qu'on a sur le territoire. Voilà, donc on a
beaucoup travaillé sur les formations. On a beaucoup fait de formations avec les agriculteurs également. Donc, on a fait appel à tous les volontaires pour constituer ce groupe et pour participer aux formations. Et donc, comme pour le Toarsen, donc on a fait participer les agriculteurs au diagnostic initial pour le valider, pour le comprendre et pour l'interpréter. Donc, je vous ai mis ici donc, le diagnostic initial, donc, qui, comme le Toarsen, donc, c'est donc les variations de carbone dans les sols à une échelle de 30 ans avec les pratiques actuelles des agriculteurs. Et ce qu'on peut voir sur ce diagnostic, et ce qui est particulièrement frappant, c'est que le code couleur ici représente donc la variation de carbone. Plus on tend vers le rouge, plus on déstocke du carbone, plus on tend vers le vert, plus on stocke du carbone. Ici, on n'a pas du tout de vert. Donc, on a un territoire qui déstocke du carbone sur la totalité des types de sols, avec un déstockage moyen de moins 435 kg de carbone annuel par hectare et par an. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup frappé les agriculteurs. Au début, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi l'ensemble du territoire était déstockant, pourquoi, avec leurs pratiques actuelles, ils déstockaient énormément de carbone. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus avec les agriculteurs pour comprendre les liens entre le sol et le carbone, et notamment l'impact du type de sol sur la dynamique de stockage du carbone. Et en fait, on s'est rendu compte que ce déstockage de carbone était en grande partie dû au type de sol du territoire, puisqu'on a beaucoup de marais sur ce territoire-là et des sols argilo-calcaires avec des taux d'argile très, très, très élevés. Ce qui faisait qu'on arrivait à une moyenne en stock de carbone organique initial de 98,6 tonnes de carbone organique par hectare. Et si on compare à la moyenne grande culture en France, elle est de 52 tonnes de carbone organique par hectare. Donc on est quasiment au double en stock initial de carbone organique, ce qui fait que ce déstockage de carbone organique est en grande partie dû au type de sol et au carbone qui a été stocké depuis 40-50 ans dans les sols. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a été particulièrement frappant, qui a beaucoup intéressé les agriculteurs. On a passé beaucoup de temps à échanger sur ce fonctionnement des types de sols et sur cet impact du type de sol sur les dynamiques de carbone. Donc, comme pour le Toarsen, on a également beaucoup travaillé sur les leviers, sur les scénarios. Donc, je ne vais pas vous les présenter ici. Je voulais juste vous faire le focus en fait sur le lien sol-carbone. Donc, le projet sur l'ONIS n'est pas encore tout à fait terminé. Donc, on travaille encore un petit peu dessus. Et la réunion de restitution n'a pas encore été effectuée aux agriculteurs. Mais tous les agriculteurs qui ont participé à la démarche ont également été très intéressés par cette dynamique. Et donc, nous ont également beaucoup consulté pour voir si on pouvait embrayer sur un diagnostic individuel pour mesurer donc, leur pratique sur le stockage de carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on est encore en train de définir le plan d'action à mettre en place suite à ce projet donc sur ce territoire pour voir quel levier on va mobiliser pour essayer de stocker davantage de carbone et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour finir ma présentation, donc, je vous ai mis ici un petit exemple d'accompagnement individuel que j'ai pu faire. Donc, c'est un accompagnement individuel que j'ai fait donc, sur le Toarset suite au déploiement de la démarche ABC Terre. Donc, j'ai un agriculteur qui m'a contacté pour faire un bon diagnostic carbone. Donc, c'est une exploitation céréalière de 260 hectares avec des cultures comme on retrouve beaucoup sur le territoire, à base de colza, blé, un peu de maïs, un peu de tournesol, voilà, beaucoup de céréales. Donc, l'exploitation à 60% de ses sols qui sont argilo-calcaires et 40% en sablo-limoneux. Et elle restituait ses pailles sur 42 hectares, était engagée donc, dans un méthaniseur, donc produisait donc, des cives sur 67 hectares et en échange récupérait 2000 m3 de digestat. Donc ça, c'était pour son diagnostic initial. Et donc, on a réfléchi à des changements de pratiques pour essayer de stocker davantage de carbone et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça aboutit à un plan d'action où, en fait, on a augmenté les pailles, donc les restitutions de pailles sur 60 hectares. Donc, tous les céréales, donc blé et orge, on a restitué les pailles, alors qu'une grande partie avant était exportée et vendue. On a également augmenté les surfaces en cives, donc de 33 hectares, et en culture intermédiaire, notamment des cultures intermédiaires courtes de 74 hectares. Et l'exploitation a également voulu passer au semi-direct. Donc, avant, elle était en TCS. Aujourd'hui, elle est passée en semi-direct. Et donc, elle a eu donc, pour résultat, donc, sur le graphique ici, vous avez à gauche donc, le diagnostic initial et à droite, donc, ce sont les résultats du plan d'action.
Donc, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on a un peu dégradé la note avec le plan d'action, puisqu'on passe donc d'un diagnostic initial qui est de 800 tonnes équivalent CO2 à une simulation, donc un plan d'action qui a 990 tonnes équivalent CO2. Pardon, 842, excusez-moi. Au niveau du stockage de carbone, dans le bilan initial, on était à un déstockage de carbone de 190 tonnes équivalent CO2 par an, alors qu'avec le plan d'action, on arrive à avoir un bilan positif qui est de 250 tonnes équivalent CO2 par an. Et si on fait donc le bilan net, on améliore le bilan, donc on passe d'un bilan net de 990 tonnes équivalent CO2 par an à un bilan net de 590 tonnes équivalent CO2 par an. Et donc, si on convertit ça en crédit carbone, l'agriculteur a stocké 1540 crédits carbone supplémentaires et il s'est engagé donc, dans une démarche de vente de carbone. Donc, s'il arrive à vendre son carbone à 32 € la tonne le crédit carbone, il arrivera, grâce à ce plan d'action, à avoir une rémunération d'un peu moins de 50 000 € sur 5 ans pour ce changement de pratique. Donc voilà, c'était un petit exemple d'accompagnement individuel que j'ai fait, sachant qu'aujourd'hui sur le Touarçais, donc on est à une quinzaine d'agriculteurs qui sont engagés dans une démarche de vente de carbone. Donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Florent, pour cette présentation, ton témoignage, ton retour d'expérience. Donc, je vous propose qu'il n'y ait pas de questions dans le module questions-réponses, de prendre la parole si vous souhaitez réagir directement. On a un petit temps d'échange, 10-15 minutes. Bonjour, Arnaud Jouard, je suis en agriculture Grand Est. Juste une question par rapport au territoire, notamment pour les intercultures. Est-ce que c'est un territoire qui était concerné par tout ce qui est zone vulnérable nitrate? Oui, totalement. D'accord. Et du coup, le recours au couvert était quand même une nouvelle pratique par rapport au plan d'action? Oui, parce qu'on allait plus loin que les couverts obligatoires, en fait. Parce que on a beaucoup travaillé sur les couverts courts entre deux céréales à paille, ce qui n'est pas du tout obligatoire par la réglementation. Donc oui, c'était nouveau. Et sur les couverts relais, on a beaucoup travaillé aussi. Donc oui, il y a eu un gros travail de fait là-dessus. Ouais. Merci. Est-ce que peut-être ça fait écho Oui. à d'autres expériences similaires? N'hésitez pas. Je peux rebondir sur la remarque Allez-y, de Jean-Philippe. Florent et Arnaud. Donc Jean-Philippe Chenot de la Chambre d'agriculture de Normandie. Je pense que même si effectivement, parce que nous aussi en Normandie, on est en zone vulnérable quasiment à 98%, on va dire. Nous, dans notre cas de figure, on a des directives nitrates qui autorisent un certain nombre de possibilités d'érosion aux couverts végétaux. Ça laisse quand même pas mal de marge pour encore augmenter les surfaces en couverts végétaux sans pour autant aller sur des choses en interculture courte, entre autres. Donc il y a toujours des leviers, même s'il y a des directives nitrates et des zones vulnérables sont en cours. Et, ça me fait penser en ayant vos réponses, en référence sur vos territoires, vos intercultures courtes, vous arrivez à dégager quel volume de biomasse? Si vous avez une référence comme ça un peu moyenne. Cette année ou en moyenne? Parce que cette année, on est en moyenne. Cette année, elles sont magnifiques. On est à 2,5 tonnes, mais en moyenne, une tonne de matière sèche. Une tonne 5. Mais on a aussi beaucoup appris à retravailler sur qu'est-ce qu'un couvert court réussi. Si on se dit qu'on fait une tonne 5, est-ce que c'est réussi ou pas? On est parti du principe que oui. Parce que j'ai beaucoup d'agriculteurs qui sont en semi-direct et qui donc implantent leur couvert, on va dire, allez, juste après la moisson, dans les 72 heures, et qui finalement ne vont le détruire qu'au moment du semis ou le broyer 15 jours avant. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à mobiliser ces leviers-là chez ces exploitants. Sachant qu'on est sur un territoire où on a beaucoup de sols superficiels et on n'a que 600 mm d'eau par an.
Merci. Quelqu'un d'autre voulait intervenir? C'est pour ça que vous avez activé votre caméra, Monsieur Duc? Non? Ok. Est-ce que peut-être... Je Allez-y, allez-y. relance. J'avais posé une question sur le question-réponse, mais qui concernait plutôt l'intervention d'avant. Sur la méthode, enfin généralement sur la méthode ABCTR, comme on s'intéresse essentiellement au système de culture, alors, s'il y a prise en compte d'ailleurs, ça répondra un peu à la question. Est-ce que finalement l'outil est déployable sur n'importe quel territoire, ou est-ce que s'il y a une proportion d'élevage un peu trop importante, ça peut poser une limite au résultat de l'outil? Parce qu'on voyait que par rapport à Climagri, on n'avait peut-être pas la petite vache en dessous. Et je complétais ma question par rapport à ce que vous pouvez répondre, c'est si il y avait de la limite ou certains territoires, ce n'était pas opportun, est-ce qu'il y a des critères d'alerte ou de correction ou d'exclusion, notamment par exemple un taux de STH sur un ratio sur SAU. Oui, alors tout à fait. Hein, pardon, j'avais pas vu la question. Je pensais que j'aurais une petite. Et c'est plus une sympa petite quand je la pose. Oui, c'est mieux en direct. De toute façon, c'est plus dynamique. Donc en effet, le but, c'est pas de chercher à déployer Abester sur tous les territoires de France et de Navarre. Hein. Ça a du sens, en effet, sur les territoires où il y a une forte proportion de grandes cultures, c'est là où il y a le plus gros potentiel d'amélioration. En effet, sur des territoires où il y a beaucoup d'élevage, je dis pas que c'est inintéressant, mais c'est vrai la façon dont on prend en compte la prairie permanente avec des facteurs un peu plus macro, déjà, voilà, c'est vrai qu'on va être moins pertinent sur ces territoires-là. Après, on n'a pas forcément développé d'indicateurs spécifiques pour ça, parce qu'en général, les conseillers le savent, quoi, hein, les experts du territoire savent bien si c'est ABCTR ou pas. Et de toute façon, les gens, sachant que ABCTR et surtout sur les systèmes de grande culture, nous contactent parce qu'ils ont cette problématique-là. Voilà, ça répondait à votre question, hein, je pense, dans l'ensemble. Oui, bah, c'était Euh, que j'avais pressenti, ouais. mais je préférais en être certain. Et merci. Très bien. Alors c'est vrai qu'on dit parfois il faudrait rajouter la vigne, il faudrait rajouter l'agroforesterie, etc. Alors c'est c'est vrai, mais ça deviendrait un peu usine à gaz. Enfin voilà, le but d'ABCTR pour l'instant, c'est vraiment de travailler sur les leviers au sein des rotations. Euh, mais voilà, on reste ouvert après s'il y a des pistes d'amélioration et peut-être des projets dans lesquels ça peut se faire. Pourquoi pas. Et après, au niveau aussi, quand même, quelque chose que je voulais compléter, il y a quand même, si vous voulez qu'on aille plus loin sur cette question, vous pourrez me recontacter par ailleurs, mais on a une liste de critères en fait d'éligibilité des territoires qui sont pas tant liés aux spécificités agricoles, mais plus à la disponibilité des données et au type de sol. Parce qu'en fait, on utilise Syneos AMG et le modèle AMG va être à un certain domaine de validité. Et donc, voilà, ça peut s'appliquer que sur les territoires où on a des sols, entre guillemets, normaux de grande culture, quoi. Sur des sols très, très hydromorphes, par exemple, ça peut être un peu une limite. Les résultats seront pas forcément bien justes. Et puis, sur la disponibilité des données, ben, il y a des zones en France sur lesquelles il n'y a pas de RRP encore. Donc dans le sud-ouest et dans le centre, il me semble de mémoire. Donc ça, on peut le consulter sur le géoportail. Et il y a aussi, comme on utilise les données de la BDAT, il y a certaines zones où il y a trop peu de données pour être bien représentatives. Donc ça, on peut aussi le vérifier en amont. Il y a aussi une carte qui avait été développée justement par le GISSOL pour recenser la qualité, la disponibilité des données sur tous les cantons de France métropolitaine. Donc ça, on peut le consulter aussi en amont pour vérifier si le déploiement est possible.
Est-ce qu'il y a une autre question? Remarque, réaction? N'hésitez pas si vous voulez réagir aussi avec votre propre expérience de conseils individuels carbone. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous aider dans votre démarche ou voilà. N'hésitez pas à partager si vous souhaitez. Même sur les limites que vous pouvez voir aussi. Ok. Bon, bah on peut en rester là. Je vais te laisser la parole, Xavier. Je te laisse partager ton écran. Donc une présentation à deux voix entre Xavier et Anaël. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon, Justine? Oui, mais c'est pas en plein écran. Yep, j'arrive. Du coup, l'objectif là, c'était avec Anaël, vous présenter un petit peu le déploiement qui a été mis en place dans l'Aube, avec aussi quelques petites spécificités quand même par rapport à ce qui vient de nous être présenté. C'est que nous, pour le coup, la démarche s'est un petit peu faite à l'envers. C'est-à-dire que c'est vrai qu'assez communément, c'est plutôt les collectivités souvent qui sont en demande d'informations sur le sujet, qui sont plutôt à l'origine de la mise en œuvre de la démarche. Chez nous, c'était assez différent et ça s'est plutôt fait à l'initiative de notre chambre d'agriculture, puisque chez nous, on a une organisation très ancrée aussi par territoire, avec la volonté de mener à bien aussi des projets à des échelles de territoire. Et donc là, c'était l'objectif de pouvoir plutôt répondre à une question plus globale qui était de se dire, bon, bah, quel est l'état de situation actuel de notre, on va dire, bilan carbone agricole, donc grande culture, avec cet objectif à terme, bah, donc une fois ce diagnostic initial réalisé, pouvoir le confronter aussi un peu aux acteurs du territoire et puis travailler ensemble à comment on met concrètement en place d'un plan d'action pour essayer d'inverser la tendance si tendance il y a à inverser. Voilà, c'était juste pour dire quelques éléments par rapport à notre démarche qui est un petit peu différente. Pour la suite, tac tac tac, rappeler quand même aussi, hein, avant que je te passe la main à Naël, bon, que cette démarche, c'est quand même une démarche globale qui comprend certes donc ce diagnostic territorial initial, mais avec ce travail en parallèle on va dire, de travail déjà sur bah, quel levier activer à l'échelle des territoires, et puis surtout avoir en tête que derrière, eh ben, finalement, faire un diagnostic c'est bien, mais réussir à en faire quelque chose par la suite, à instaurer une dynamique sur les territoires, c'est sûrement ce qui est d'autant plus dur. Donc nous, on en est qu'au tout début de la démarche, mais on a déjà bien conscience. Mais avant ça, bah, c'est quand même important aussi de peut-être revenir un peu sur concrètement le diagnostic territorial, comment ça se passe, de quelles données on a besoin pour pouvoir le réaliser. Donc ça va être assez complémentaire, je pense, de ce qui a été présenté. Et pour ça, je vais laisser la parole à Anaëlle, donc, qui était ma stagiaire pendant 6 mois et qui m'a accompagné pour réaliser ce diagnostic. Du coup, bonjour. Moi, je vais juste vous présenter. Donc là, vous voyez un petit résumé de ce qu'est la démarche, mais comme Justine a déjà expliqué. Et c'était juste pour rappeler que nous, pour l'instant, on est vraiment sur la phase de diagnostic initial. Diagnostic qui portait donc du coup essentiellement, comme on disait précédemment, sur les systèmes de grande culture et à l'échelle du système de culture. Tu peux passer la diapo suivante, Xavier. Voilà. Grande culture et système de culture, donc on était vraiment autour des rotations avec les pratiques associées. Et cette démarche, elle a été lancée donc en janvier 2023, donc avant le début de mon stage. Donc il y a eu une première réunion pour la phase de lancement. Et moi, je suis arrivée donc en février 2023 pour réaliser donc toute la phase de diagnostic initial, voilà, qui a été donc l'objet de mon stage de fin d'études de 6 mois. Et vous voyez, vous allez voir sur la diapo suivante le résumé des étapes mises en œuvre. Donc là, on retrouve donc les différentes sources de données ainsi que
ainsi que le schéma des étapes. Et donc, il faut voir, donc on distingue deux phases. Donc, il y a une première phase donc, de récolte des données euh, qui concerne donc à la fois donc les données, les bases de données déjà formalisées donc pour les données carbone et sol, mais aussi donc tout ce qui est pratique culturelle. Et donc ça a vraiment été la plus grosse part du travail de mon stage. Donc pour donner un ordre d'idée, ça a été à peu près 3 mois à temps plein à récolter et à mettre en forme ces données-là. Et ensuite, la phase suivante a été donc la phase de calcul et de correction des paramètres qui a pris environ 3 semaines, le temps de faire tourner une première fois, de corriger les paramètres, afin d'avoir des résultats bien solides à faire tourner ensuite dans un BCTR pour obtenir au final donc, le bilan des émissions et le bilan des stocks de carbone. Et donc tout ce travail-là, il s'est fait à l'aide donc, du fichier de collecte. Donc ce fichier de collecte, c'est un fichier qui va donc intégrer l'ensemble des données, qui compte à peu près 16 onglets à remplir et donc 2 tableaux annexes. Et donc, comme on disait, donc ce travail, il est au cœur, il nécessite une personne à temps plein, donc le référent qui travaille sur le sujet, mais c'est vraiment un travail collaboratif qui ne peut pas se faire seul, parce que donc d'une part, il y a toutes les données qui concernent donc les données sol et les données carbone. Xavier, tu peux afficher la diapo suivante. Donc voilà, donc les données sol et les données carbone qui donc sont issues, comme on le disait, donc du RRP, du RPG, de la bêta. Donc le fichier est déjà formalisé pour ces données, mais ça a quand même nécessité l'appui des experts sol pour le travail de vérification et de remise en forme des données, histoire de bien consolider le travail. Et ensuite, la part la plus importante, c'était donc la collecte des informations concernant les pratiques culturelles. Donc c'est des infos, il faut aller qui vont relativement dans le détail avec donc ça concerne aussi bien les cultures présentes que les itinéraires techniques et les fertilisations que les rendements. Et donc pour ça, il faut vraiment s'appuyer sur de l'expertise et aller dans le détail avec les conseillers locaux. Et on peut aussi donc là on peut retrouver donc quelques exemples des informations à collecter. Donc, par exemple, les itinéraires d'apport de produits organiques où ça va dans le détail parce que ça va aussi bien donc, avec le type de produit que la distance parcourue, que la proportion d'application. Donc, ça donne une idée du détail dans lequel il faut aller. Un autre exemple pouvait être donc, pardon, voilà. Donc, donc ça c'était un exemple. Et on peut aussi donc s'appuyer donc sur les limites à connaître qui vont donc orienter les choix de modélisation qui vont pouvoir aider à réduire le champ de collecte des données. Et donc voilà comment s'est déroulé donc moi la mise en œuvre de mon diagnostic initial. Et donc maintenant je vais laisser Xavier vous parler de comment ce travail s'intègre dans ces missions. Merci Annelle pour ta présentation. Voilà, c'était pour être un petit peu plus concret, voilà, comprendre vraiment très concrètement en quoi ça consiste et puis avoir aussi conscience du fait que c'est quand même un travail relativement conséquent. Donc j'espère qu'on vous a pas fait peur avec cette petite présentation. L'essentiel, c'était bien avoir en tête quand même que ça demande un certain investissement. Et donc concrètement là, l'idée des minutes qui vont suivre, c'est de vous présenter comment ce travail s'est intégré au plus global donc sur nos missions donc en chambre d'agriculture Baie-Haute-Marne autour du carbone et donc comment nous avons intégré cette démarche une réflexion plus globale. Mais avant ça, peut-être ce serait bien de refaire un petit point parce que vous verrez ça va être assez important. On le sait hein, de toute manière dans le cadre de sa stratégie nationale bas carbone, il y a tout un tas d'objectifs qui ont été fixés donc secteur par secteur. Et puis avec ce double enjeu concernant donc le secteur agricole, qui est certes d'une part répondre à nos émissions et essayer en tout cas de notre mieux essayer de les réduire, mais également assurer cette fonction donc de puits de carbone naturel. Et donc c'est la raison pour laquelle en fait finalement
on se retrouve à devoir donc travailler sur ces deux aspects et puis garder avoir aussi en tête que le secteur agricole, c'est pas forcément celui duquel on attendra la plus grande contribution. Mais forcément, ça nous amène à nous poser des questions. Concrètement, comment mettre les choses en place collectivement, nationalement? Eh bien, le cadre de cette stratégie nationale bas carbone, on le sait, il va sûrement évoluer. Alors, on a des échos là pour la future SNBC3, donc d'une rehausse des objectifs, avec ces objectifs de moins 22% à horizon 2030. Mais donc, comment y parvenir finalement? Nous, le constat aussi qu'on a fait, c'est que finalement, le dispositif Bon Diagnostic Carbone avait eu certes tout un tas, avait permis en tout cas d'instaurer une certaine dynamique à l'échelle de notre territoire, mais l'air de rien, force est de constater quand même que certes des diagnostics ont été réalisés, et malgré cette subvention du diagnostic qui était à peu près à hauteur de 90%, donc c'était quand même assez conséquent. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément de visibilité sur la suite, est-ce que ça va être reproduit ou pas? Et ce qui nous amène quand même à tirer quelques enseignements de cette première expérience. Et donc c'est là où on va vraiment rentrer dans le finalement pourquoi et comment la démarche ABCTR s'est intégrée aussi dans nos réflexions. Parce que ce qu'on avait pu percevoir quand même, l'air de rien, c'est que cette approche, ces questions autour du bas carbone en agricole, sont finalement assez mal connues du grand public et des agriculteurs de surcroît. Et donc, en tout cas, à Chambre d'agriculture au Haut-de-Marne, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un besoin pour nous de développer une expertise et d'acquérir de la référence, donc tout particulièrement sur ce territoire. Et puis être en capacité de pouvoir communiquer, de pouvoir diffuser cette expertise, aussi bien auprès des agriculteurs, mais pas que en fait finalement, des acteurs du territoire au global. Et puis, force est de constater également que les agriculteurs qui s'étaient engagés étaient globalement assez déçus quand même par leur potentiel crédit carbone. Et donc là-dessus, ça nous a amené quand même à nous poser la question de se dire est-ce que finalement on les avait si bien identifiés que ça? Est-ce qu'on avait finalement si bien cerné les agriculteurs qui étaient, on va dire, démarches compatibles finalement? Et donc, en vérité, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait aussi cette vision de compréhension de quels étaient les flux de carbone à l'échelle de notre territoire et finalement, quelles étaient les zones, on va dire, déficitaires, les zones où on avait des flux qui étaient finalement plutôt vers un surplus d'émissions comparé aux capacités de stockage du territoire concerné. Et donc ça nous a amené à se poser cette question-là, de se dire finalement ça c'est quelque chose qui nous manque. Et force est de constater aujourd'hui que cette démarche mise en place chez nous va nous permettre de répondre quand même à cette question-là. Et puis avec aussi l'idée de développer, donc ça ne nous concerne pas pour la démarche ABCTR, mais pour comprendre la réflexion globale, donc des pré-diagnostics pour pouvoir aussi mieux, on va dire, pré-identifier les agriculteurs qui sont, on va dire, de nouveau, en tout cas, compatibles à une démarche dans le bas carbone. Et donc, eh bien, plus globalement, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que l'air de rien, nos chambres d'agriculture n'étaient pas forcément identifiées comme des experts, en tout cas comme des interlocuteurs incontournables sur ce sujet. Et donc, de nouveau, ce travail-là de démarche dans le cadre de cette démarche ABCTR, c'était aussi de faire connaître notre expertise afin de pouvoir, on l'espère, à terme devenir des acteurs incontournables sur le sujet. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on comprend bien en fait finalement que cette démarche, elle nous a permis d'être plus en cohérence aussi avec nos engagements, l'air de rien, en tant que Chambre d'agriculture et des territoires, et de pouvoir aussi non pas être dans une position de réponse à un besoin, mais d'être plutôt dans l'anticipation et de se dire nous, Chambre d'agriculture de l'Aube et de la Haute-Marne, on a considéré qu'il y avait là peut-être un sujet qui était important et qu'il ne fallait pas esquiver. Et donc c'est de dire on a fait le travail donc de faire ce diagnostic. Et puis là, l'idée, ça va être des prochaines étapes, et ça sera de pouvoir donc présenter ces résultats aussi bien aux agriculteurs mais qu'aux différents acteurs du territoire,
pour dire, bah voilà, nous, chambre d'agriculture, on va dire, posé cette premier paire d'un édifice qu'on espère solide pour l'avenir. Et donc, qui est de se dire, bon, bah voilà, comment on bâtit désormais, maintenant qu'on a fait ce constat, comment on bâtit donc un plan d'action global à l'échelle donc du territoire. Puisque il faut quand même être assez lucide, il semblerait quand même, en tout cas aujourd'hui, ça nous semble difficilement entendable que eh bien, les bons diags seront la réponse, on va dire, à tout. Alors évidemment, encore une fois, hein, on enfonce peut-être des portes ouvertes en disant ça, mais évidemment, on se doute bien que si on veut emmener les agriculteurs vers cette grande transition agroécologique et en faveur du climat, eh bien, il va bien falloir tôt ou tard que des dynamiques s'opèrent aussi à l'échelle des territoires. Et donc, eh bien, essayer d'aller au-delà du simple crédit carbone, qui d'autant plus, enfin, qui par ailleurs en plus n'est pas forcément toujours suffisamment rémunérateur pour les agriculteurs. En tout cas, au prix qui sont pratiqués aujourd'hui, bon, bah, c'est souvent une remarque qu'on a quand même de leur part. Alors, on a des premiers résultats donc, de ce diagnostic. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous les présenter. On n'a pas encore communiqué dessus. On souhaite prendre le temps de le faire, puisqu'on a conscience que bah, ces résultats vont quand même, enfin, vont forcément susciter des réactions. Donc voilà, on se donne du temps pour le faire, mais bon, il y a une communication qui sera sûrement faite dans la presse, et puis bah, toujours dans cette même logique, hein, qui est aussi la philosophie donc de la démarche ABCTR, toujours dans cette optique donc de mettre en place bah, des groupes de discussion, de réunir les agriculteurs pour pouvoir échanger avec eux, et puis pouvoir bah, confronter ces résultats aussi à leur réalité aussi, à leur quotidien, et dire, bon, bah voilà, est-ce que ces résultats, ça vous semble cohérent? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous, ça vous donne des idées de leviers peut-être potentiellement à mobiliser? Donc voilà, l'idée c'est quand même de ne pas rester hors sol et tout au long de cette démarche, bah, de pouvoir être en lien étroit donc avec les agriculteurs pour qu'ils soient aussi eux-mêmes acteurs de leur transition à l'échelle du territoire. Alors bon, ça fait joli dit comme ça, mais bon, c'est en tout cas c'est bien l'ambition qu'il faut qu'on se donne. Et donc bon bah à titre d'info, voilà, il y a déjà 2 réunions qui ont été proposées donc pour présenter la démarche et puis aussi pour discuter avec les agriculteurs sur la mise en place de certains leviers. Donc on le sait, hein, la fertilisation azotée, c'est à peu près un peu plus de 60% en général du bilan d'une exploitation. Bon bah voilà concrètement comment on peut essayer de travailler au raisonnement de la fertilisation et avec cette idée de bah, finalement pour quels co-bénéfices globaux. C'est essayer aussi de remettre donc cette approche carbone au centre des discussions parce que finalement elle est un peu à la croisée de tout un tas de tout un tas d'enjeux. Et donc bon bah voilà, au moins cette approche territoire, elle permet de pouvoir se poser des questions plus globales à une échelle peut-être un peu plus grande. Et puis voilà, donc finalement on en est qu'au début hein, de la mise en place de cette démarche. Et donc, pour continuer, avoir quelques éléments aussi sur bah, comment cette démarche s'est intégrée donc, à nos réflexions chambre plus globales. Ça nous a aussi permis de nous poser la question et de réfléchir sur bah, finalement quel était notre accompagnement jusque-là sur le sujet. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'air de rien, bah, en fait, il y avait peut-être quelques manquements de notre part et qu'il était important aussi de pouvoir retravailler notre accompagnement global. Et donc bah, de travailler aussi bien à donc informer, on va dire, les agriculteurs sur ce sujet, donc être en capacité de pouvoir présenter donc des résultats, être en capacité de faire valoir quand même une expertise et puis bah, plus globalement quand même des références. Et bah, ABCTR, c'est aussi une occasion de pouvoir développer de la référence et quand même assez fine hein, finalement, puisque là pour l'instant, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est finalement que la part immergée, on va dire, de l'iceberg, parce que finalement, c'est bien plus riche que ce qu'on pourrait s'imaginer. Enfin, c'est pas qu'un travail cartographique, hein, ça va bien plus loin. Et puis donc, bah, en fait, finalement, diagnostiquer les exploitations, c'est bien, mais bah, c'est finalement pas suffisant, quoi. Informer, certes, mais en fait, il y a tout un travail, on va dire, de formation des agriculteurs qui reste quand même à faire. Et donc, finalement, accoutumer les agriculteurs à ce sujet et pour que
pour qu'ils soient aussi un petit peu plus, comme je le disais tout à l'heure, maîtres aussi de leur, on va dire, destin bas carbone. Et donc, bah, évidemment, essayer d'aller plus loin, quoi. Pas simplement les informer, les former, les évaluer, mais aussi bah, aller jusqu'à l'accompagnement par la suite. Et donc, je le disais, bah, l'objectif, nous, aujourd'hui, là où on en est, c'est d'essayer d'emmener les acteurs du territoire avec nous. Donc, on a fait le diagnostic, il va falloir communiquer dessus, le présenter donc, aux agriculteurs, mais pas que. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer une réunion d'information et puis, sur cette base, essayer de constituer un groupe de travail. Et donc, avec l'idée bah, d'intéresser un peu tout le monde. Finalement, tous les acteurs du territoire peuvent être concernés par ces enjeux-là. Puisque se poser la question du bilan carbone d'un territoire donné, bah, c'est quand même se poser des questions en matière de fertilité globale des sols, et aussi bien sur les trois piliers, la fertilité biologique, physique comme chimique de nos sols. C'est aussi quand même répondre à des questions, à des enjeux bah, autour de la quantité, la qualité de l'eau, l'air de rien. Et puis bah, forcément, au-delà de la question de comment on réduit notre impact global sur le climat, c'est quand même aussi réfléchir à la durabilité et puis à la résilience de nos exploitations donc, pour les années à venir. Puisque bah, finalement, on a quand même une certaine convergence des luttes hein, en matière donc d'enjeux considérés. Là, en fait, finalement, avoir une approche bas carbone sur son territoire, bah, c'est quand même difficile de ne pas la coupler à d'autres enjeux et à d'autres réflexions. Donc, c'est bien ça là toute l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre autour de la table donc différents acteurs qui, bah, au-delà de leur, on va dire, alors on va de leurs intérêts propres, mais au-delà de leurs propres enjeux, bah, essayer de discuter ensemble et se dire bah, finalement, est-ce que là, il n'y a pas des réflexions plus globales qui se posent? Et puis d'autant plus qu'en fait, finalement, bah, quand on réfléchit levier bas carbone, et bah, c'est quand même très souvent des leviers qui sont, on va dire, biodiversité compatibles, qui sont donc bah, évidemment climat compatibles, mais qui sont aussi bah, qualité de l'eau compatible, comme je disais, bah, fertilité des sols compatibles. Et puis en fait, globalement, bah, c'est simplement se poser des questions globales de durabilité de nos systèmes, quoi. Et donc, bah, l'étape finalement d'après, celle qu'on laisse présager, bah, c'est de se dire bah, comment on va essayer d'accompagner ces agriculteurs donc, sur notre territoire pour essayer de bah, mettre en place ces leviers une fois qu'on les aura identifiés. Donc on sait que nous, Chambre, bah, on va avoir notre rôle à jouer parce que bah, on a cet ancrage territorial quand même qui est assez naturel via bah, les GDA, les GI2E. Mais bah, on sait bien que pour pouvoir mettre en place ces leviers, il va falloir coupler tout ça bah, du conseil aussi en individuel parce que là, il y a des leviers qui nous ont été présentés tout à l'heure. On comprend bien que bah, l'air de rien, il faut quand même du conseil technique derrière pour pouvoir accompagner les agriculteurs parce que bah, améliorer ses couverts, faire de beaux couverts, bah, l'air de rien, c'est de la technique quand même, c'est de l'agronomie. Donc bah, ça, on peut pas, un agriculteur ne peut pas le faire seul. En tout cas, on ne peut pas lui demander non plus, on peut pas lui demander de faire, enfin, monts et merveilles. À un moment, il faut aussi être là pour l'accompagner et pour l'aider, pour être source de solutions techniques aussi sur le terrain. Et donc, bah, comme je le disais aussi via de la formation. Et puis, il se pose quand même cette question plus globale de comment on pourra essayer d'engager une dynamique sur le territoire et bah, d'intéresser et de convaincre bah, euh, quand, quant à la nécessité bah, d'une aide financière au diagnostic, pourquoi pas. Comment aussi mieux reconnaître bah, on va dire, alors même si c'est un terme dont je ne suis pas forcément très fan, les services écosystémiques globaux donc assurés par les exploitations. Donc forcément, ça pose ces questions-là. Et puis bah, plus globalement, comment aussi les filières s'emparent du sujet. Donc comment on les soutient aussi pour bah, elles apporter leur contribution, mais aussi comment elles bah, jouent le jeu aussi de cette transition donc bas carbone. Donc bon, l'avantage, comme je disais, c'est que l'expertise, on l'a aujourd'hui, mais bah, il reste encore, tout est encore à faire, l'air de rien. Donc on sait que bah, aujourd'hui finalement les références on les a. ABCTR bah, c'est une référence de plus et qui là pour le coup permet vraiment d'enclencher on va dire une dynamique à l'échelle des territoires. Et puis bah, force est de constater quand même que ces questions-là bah, on n'est pas les seuls à se les poser. Et puis en fait bah, finalement nos collègues de la CRAJ notamment donc bah, Arnaud notamment sera
le mieux à même d'en parler. J'ai vu que Madeleine était présente aussi. Bon, bah, on se pose aussi des questions donc, sur bah, le montage de certains projets là, pour l'avenir. Bah, comment on insère ces questions autour du territoire, comment on essaie de répondre aussi territoire. Et puis, parce que finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, des outils qui nous permettent de travailler le territoire, on n'en a finalement pas tant que ça, et ABCTR, c'est quand même un bon outil. Donc, bah, à réfléchir, en tout cas, comment on réfléchit sur ces questions-là. Donc, bah, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Si vous êtes intéressé par ces démarches, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, nous, on est toujours en attente de retour, évidemment, et puis de bonnes idées. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est très différent de ce qui a été présenté précédemment, parce que nous, bah, on est dans une logique où finalement notre, euh, notre parcours bas carbone à l'échelle du territoire, bah, il se construit aussi petit à petit, où il faut aussi qu'on convainc encore bah, les acteurs du territoire les uns après les autres. Donc finalement, bah, la route est encore longue, mais on désespère pas et puis on est plein de bonne volonté. Donc voilà pour ce que j'avais à vous présenter, et puis j'en profite aussi pour remercier donc la région qui nous a apporté un soutien donc sur ce projet. Donc voilà, encore une fois, ça n'est que le début. Et puis voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Justine, je te laisse la main. Bah, merci beaucoup, Xavier. Je pense que c'est vraiment bien complémentaire avec ce qu'a présenté Florent, deux approches différentes, deux dynamiques différentes sur deux territoires opposés aussi géographiquement, hein, quasiment. Donc, merci beaucoup pour ces apports-là et le travail aussi effectué ensemble. Je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger aussi bien vous entre vous et nous avec vous et inversement, quoi. Euh, alors, il y avait une question sur le nombre d'agriculteurs mobilisés lors des réunions. Alors, je pense que ça s'adresse aussi bien à toi, Xavier, que à Florent. Florent, si tu es encore parmi nous. Alors, du coup, Xavier, tu n'auras pas de réponse puisque vous n'avez pas encore fait concrètement d'atelier. Ouais, bon, on a fait une petite réunion là, où concrètement, alors évidemment, on va pas se mentir, hein, on n'était pas forcément très très nombreux. Mais après, alors pour notre part, la première réunion, on était, je crois, il y avait 5-6 agriculteurs qui s'étaient déplacés. Alors je sais, hein, vous allez me répondre, c'est pas beaucoup. Bah franchement, ça n'empêche que les échanges étaient quand même de très très bonne qualité et ça nous a permis quand même de pouvoir réfléchir et se poser des questions qu'on se pose peut-être pas non plus quand on est plus nombreux. Donc après, la logique, c'est pas forcément une question de nombre d'agriculteurs, mais bon, c'est aussi avant tout forcément une question de qualité des échanges. Et là, pour le coup, les échanges étaient de qualité. Donc après, bon bah en effet, comment les identifier, comment s'assurer que bah cette thématique peut les intéresser. Bon bah nous pour le coup, c'était des personnes qu'on connaît assez bien puisqu'ils étaient déjà engagés par exemple bah, dans nos réseaux internes chambres, donc réseau défis ou des choses comme ça, ou des GI2E, ou des personnes qui étaient déjà dans des GDA. Donc ils avaient déjà une connexion avec la chambre d'agriculture, on va dire. Donc ça forcément c'était facilitateur. Mais plus globalement, c'est simplement de se dire bon bah voilà, des agriculteurs qui sont curieux, qui aiment bien être un peu en avance sur sur les questions bah, d'enjeux. Bah, en général, bon, vous arrivez à les motiver, mais bon, évidemment, bah, faut les appeler, faut les relancer. Mais en tout cas, moi, une fois qu'ils étaient là, ils étaient très contents des échanges qu'on avait eus, hein. Et peut-être un passif sur le sujet du carbone, comme tu disais. Enfin, moi, dans des formations que je peux faire auprès d'agriculteurs, ils me disent, mais en fait, on est ultra sollicité, on a l'impression que c'est un sujet administratif de plus à gérer. Et du coup, il y a peut-être aussi un passif qui s'est un peu créé sur, je sais pas, peut-être un agacement sur la thématique qui appuie le fait qu'en fait, c'est déjà bien d'arriver à mobiliser quelques agriculteurs et le but, c'est de faire un bout de ligne, je crois. Pour compléter, moi j'avais entre 5 et 10 agriculteurs. Et je dirais que ce qui est important, c'est d'avoir une diversité de profils. Il faut des bio, il faut des conventionnels, il faut des gens semi-directs, il faut des gens qui labourent. Ils ont tous une vision différente du métier et tous quelque chose à apporter. Et c'est là que les échanges sont les plus intéressants. Merci, Florent.
Je vois que Paul a activé sa caméra, c'est super. Donc j'en profite, juste pour introduire, je me disais peut-être Fabien aussi, après tu peux réagir. Donc je vous présente deux autres référents utilisateurs d'ABCTR qui ont mené chacun un déploiement lors du projet ABCTR 2A, donc chacun des territoires pilotes. Donc Paul à la CRAJ pour le territoire du Rhin-Vignoble-Grand Ballon, c'est ça. Et puis Fabien sur le Ternois. Donc ouais, super, je vous laisse réagir aussi. Oui, donc je voulais juste aussi réagir à cette question sur la taille des groupes des agriculteurs. Donc nous, on a travaillé sur un vignoble Grand Ballon avec des ateliers de co-conception. Et là, quand on va faire réconception système de culture, justement, on ne doit pas être trop nombreux, sinon ça fonctionne pas. Et donc nos groupes étaient autour de 6 personnes, de 6 agriculteurs et en général 2 animateurs qui étaient présents, plus 1 ou 2 conseillers de la chambre départementale. Donc voilà, on était des groupes avec 5-6 agriculteurs entourés avec d'autres personnes. Mais on laissait que les agriculteurs s'exprimer sur ce qu'ils voulaient faire ou pouvaient faire. Et voilà, donc ça fonctionnait comme ça. Et on avait fait des ateliers séparés pour les systèmes dominés grand culture, les systèmes des éleveurs et les systèmes en agriculture biologique. Donc voilà, on a eu plusieurs ateliers pour revoir les systèmes, voir comment on pouvait, après diagnostic, hein, donc diagnostic qui montre quels sont les postes qui sont le plus problématiques dans la totalité des émissions de ce système. Et on a regardé comment on peut travailler pour limiter ces émissions ou de stocker plus dans le sol. Donc c'était encore une autre façon de mener un déploiement ABCTR au travers d'ateliers de co-conception de systèmes de culture. Donc ça, il n'y a que vous qui l'aviez mené de cette façon-là, mais je trouve que ça illustre bien voilà, le fait qu'on peut aussi s'approprier la démarche sous un angle différent. Oui, et pour compléter, on s'est pas arrêté avec la diagnostic et les résultats des scénarios avec les outils ABCTR, mais on a fait aussi une analyse multicritère pour compléter parce que on trouvait ça important qu'on propose des systèmes qui non seulement sont efficaces pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont aussi performants au niveau économique et sur d'autres aspects aussi sociaux, le temps de travail par exemple, et peut-être aussi des autres enjeux en relation avec l'environnement. Donc par exemple, les pertes de nitrates ou les aspects liés aux phytosanitaires. Donc on a fait une analyse multicritère pour compléter les informations d'ABCTR. Voilà. Merci. Est-ce que Fabien, tu es encore avec nous et tu souhaiterais compléter aussi ce point-là sur le nombre d'agriculteurs qui étaient mobilisés sur le Ternois? Fabien, non. Ou peut-être tout à l'heure. Ok. Vous m'entendez? Ah ouais, super. Bonjour Fabien. Désolé, j'ai mis du temps à redémarrer le micro. Donc bonjour, oui, moi j'avais mis en place cette démarche-là sur le territoire du Ternois, donc qui est une EPCI, et on avait, un peu comme Florent, plusieurs typologies d'exploitation différentes qui étaient présentes, et on avait fait le choix de justement les mettre en même temps autour de la table, pour justement montrer la complémentarité entre culture et élevage notamment, vis-à-vis des scénarios qui étaient engagés, alternatifs chez nous. Et dans les réunions, on est à peu près une dizaine d'exploitants, plus 1 voire 2 conseillers agricoles du GEDA. Voilà. Et voilà, après pour rebondir, c'est un peu comme pour Paul, on avait laissé quand même beaucoup la parole aux exploitants pour justement identifier des leviers et des scénarios alternatifs qui soient en phase avec réellement leurs attentes et non pas forcément que ça soit trop descendant. Ça marche, merci. Du coup, je pense que ça répond bien à la question. Il y avait aussi, voilà, au-delà du nombre d'agriculteurs, le biais par lesquels vous les avez contactés. Je pense à chaque fois c'était des agriculteurs de votre réseau finalement. Je m'adresse aux quatre
Nous, c'était directement des agriculteurs qui étaient membres du GEDA et qui étaient actifs dans les groupes culture ou groupes élevage. Euh, Après, c'est pareil, ils avaient déjà été sensibilisés aux enjeux climatiques via d'autres démarches précédentes, notamment Climagri qui a été présenté en introduction du séminaire. Donc voilà, je pense que tout ça a fait qu'il y avait déjà un terreau fertile par rapport à tout cet enjeu global de changement climatique, quoi. Et on était, entre guillemets, aussi en amont des démarches bas carbone qui ont fleuri après. On avait déjà les démarches Cap2R qui commençaient à arriver en élevage, mais pas encore en grande culture. Donc je pense que ça a aidé parce qu'il y avait beaucoup de questions voilà, se portaient pendant cette période-là. Et pour revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, euh, il y avait déjà, entre guillemets, la peur du fait que quelqu'un qui était déjà trop bon en termes de diagnostic initial risquait d'être pénalisé sur le peu de levier qui reste à mener pendant la période des 5 ans d'analyse, quoi. Et c'est vrai que je pense que les nouvelles démarches qui aujourd'hui voient le jour ont peut-être ce frein-là de se dire on a du mal à avoir des personnes motrices et déjà qui ont engagé des solutions parce que malheureusement pour elles, elles ont peu d'intérêt dans les démarches bas carbone actuelles, quoi. Oui. Ouais, c'est vrai. Merci. Est-ce que les autres, vous souhaitez compléter sur le biais du contact, la mobilisation? Laurent? Moi aussi, c'était beaucoup avec les agriculteurs qu'on voit au quotidien. On a vraiment beaucoup de mal à capter les agriculteurs hors de nos réseaux. Et c'est effectivement un peu la limite. Ok. Je peux intervenir à la rigueur. On a Allez-y, une allez-y. démarche un petit peu voilà, qui est autour de ces sujets-là. Et par rapport à l'histoire d'aller chercher des directeurs en dehors de nos réseaux, nous, on a pris le parti de déposer un dossier avec d'autres partenaires qui sont les deux grosses coopératives locales et une autre source de conseil. Donc voilà, donc pour le coup, on a une démarche qui est très régionale avec les principaux partenaires qui agissent sur le territoire, quoi. Voilà. Ok. Et donc ça, c'était, Jean-Philippe, dans le cadre des bons diagnostics carbone, c'est ça? Pour mobiliser les Non, agriculteurs? c'est un Non. autre dossier qu'on a déposé au niveau de la région Normandie et Fonds FEADER Ah oui, le pour, projet voilà, pour carbone. Carbone 2O. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord, ça marche. Ok, merci. Arnaud, vous vouliez réagir aussi? Non, en fait, l'intervention de Jean-Philippe répondait en partie, c'est que dans ce que vous présentiez comme retour, on sentait plutôt un interlocuteur unique qui animait la mobilisation des agriculteurs. Et on reste sur une action territoriale en lien avec les collectivités. Ma question, c'était qu'il n'y avait pas encore aujourd'hui de retour d'expérience sur un binôme de sollicitation au travers des acteurs du territoire. Un lien, un peu une collectivité qui porte, accompagnée par son prestataire, mais qui peut peut-être réunir plus largement Oui, un seul prestataire. oui, en effet. Je vous laisse couper votre micro parce que j'ai l'impression que ça fait. Ouais. En effet, on n'a pas eu à chaque fois là dans les déploiements, c'était le référent utilisateur et pour l'instant c'est juste seulement des chambres d'agriculture qui sont des référents utilisateurs et on n'a pas eu ce cas-là où c'est la collectivité qui portait. Après, dans les déploiements qu'on a vus, la collectivité était plus en observatrice, aussi contente de trouver quelque part un lien, une connexion avec le monde agricole qu'elles n'ont pas forcément par ailleurs, en tout cas sur les territoires sur lesquels ça s'est déroulé, quoi. Et les retours qu'on a eus en fin du projet Abester-2A, c'était vraiment voilà, qu'elles étaient heureuses d'avoir pu prendre conscience aussi des contraintes et des enjeux des agriculteurs dont elles n'avaient pas forcément conscience par ailleurs et que c'était un premier pas dans la porte pour collaborer ensemble. Mais en effet, ça pourrait être pertinent de voir dans quelle mesure pour massifier l'engagement. Alors, ça dépend, je pense qu'au niveau de la démarche, vraiment les ateliers de concertation, les retours d'expérience qu'ont fait les référents utilisateurs là, c'est qu'au final, ça peut être contre-productif, quoi.
Mais il y a bien un enjeu sur une réflexion à avoir en amont sur qui on mobilise pour quand même avoir des solutions assez représentatives de toutes les situations du territoire, quoi. Et bien sûr, il y a un biais si on a des pionniers dans les groupes ou pas, quoi. Et en piste, vous n'avez pas de contact auprès des associations territoriales dans les régions? Je pense à Solenco, Nater, Arpège, qui cumulent justement peut-être une concertation de la profession agricole et qui pourraient proposer ce type d'accompagnement. Ça pourrait être, on l'a pas expérimenté, mais enfin, quelque part, nous, AgroTransfert, on est vraiment en appui, quoi. Mais ça peut être en effet à proposer aux référents utilisateurs de se rapprocher, de peut-être de co-animer certains ateliers, à voir, ouais. Explorer. Merci. Ok. Est-ce que quelqu'un souhaite encore réagir sur ce sujet-là? Oui, Sylvain. Vas-y. Oui, pardon, merci. Je voulais juste rebondir rapidement sur. Déjà, merci pour ces témoignages qui sont assez précieux. Enfin, côté ADEME, je vais réagir sur l'intervention qui parlait des bons diagnostics carbone et en fait, nous rejoint, enfin, du bilan qu'on peut faire parce que c'est un dispositif qui va se terminer bientôt et on rejoint complètement le constat, enfin les retours de terrain qu'on peut avoir sur aussi les limites de ne s'arrêter qu'à cet échelon de soutien de dispositifs financement, enfin subvention individuel et la nécessité et les freins associés en fait et la nécessité d'aller au-delà. Et je voulais juste dire, même si c'est encore trop tôt pour être plus concret, mais qu'on est en pleine réflexion avec le ministère de l'Agriculture sur la suite du dispositif des bons diagnostics carbone et notamment nous ce qui nous tient à cœur et on en est assez convaincus et je pense que les témoignages appuient là-dessus, c'est l'intérêt de soutenir des démarches justement à l'échelon territorial en associant, enfin en allant vers les plans d'action et pas uniquement rester au diagnostic, en associant les collectivités, les filières, enfin les acteurs économiques et bien sûr le monde agricole. Donc en prenant peut-être aussi en compte tout ce qui est risque, aspect technico-économique, enfin la notion aussi de vulnérabilité au changement climatique. Voilà, bref, donc c'est pour dire qu'on est en réflexion et c'est important aussi d'avoir ces remontées-là. Et je voulais juste dire qu'on allait probablement organiser un séminaire début février de bilan des bons diagnostics carbone, mais bilan et perspective. Voilà, donc ça pourrait intéresser aussi, ça rejoint, je pense, complètement les acteurs engagés dans les démarches ABCTR. Voilà. Merci beaucoup pour ce compliment. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole sur cette partie-là? Mobilisation des acteurs. Ok, merci à tous. Donc il y avait une question de Nicolas Sabi sur le terme service écosystémique. Alors je ne sais plus qui a dit ça, je pense que c'est toi Xavier qui a parlé de ça. Oui, c'est moi. Voilà, je te laisse réagir. Oui, non, bon, c'était juste une petite parenthèse. Bon, et puis de toute manière, sinon on va partir dans des débats peut-être qui n'en finiront pas. C'était simplement, bon, c'est un avis très personnel, mais le service écosystémique, je trouve que ça a un peu tendance à remettre au centre des discussions, des considérations qui deviennent rapidement strictement économiques quand même. Et c'est simplement faire attention quand même à une approche qui viserait à se dire, ouais, à se poser simplement la question de quel est le coût carbone je sais pas, de l'implantation de tel supermarché. Et en gros, simplement de se dire, bah, il suffit juste d'acheter du crédit carbone pour pouvoir, entre guillemets, continuer à, par exemple, dégrader nos surfaces agricoles. Bon, simplement juste de reposer quand même la question, de se dire que à la base et avant tout, il est surtout question de revaloriser le métier d'agriculteur, de rappeler que l'agriculteur, comme le disait un de mes enseignants en école, bah, l'agriculteur, c'est avant tout un paysan, le paysan, bah, c'est avant tout celui qui façonne le paysage. Donc c'est plus rappeler quand même ces aspects-là
qu'un agriculteur, c'est pas juste quelqu'un qui cultive de la terre, il a tout un tas d'activités qui participent à entretenir le paysage. Donc bon, je trouve que c'est plus intéressant de mettre ces aspects-là en avant plutôt que d'essayer que d'avoir un chiffrage économique de combien rapporte à la collectivité l'entretien d'une haie. Parce qu'en fait, quand on parle de services écosystémiques, on arrive rapidement à se poser des questions comme ça, quoi. Donc voilà, mais ça c'est vraiment très très personnel et voilà, c'était juste une petite remarque comme ça, hein, voilà. Tu veux réagir, Nicolas? C'est bon pour toi? C'est bon? Ok, très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions, des réactions avant de passer à la conclusion? Et on sera dans les temps. Oui, en fait, j'ai encore quelque chose que je voulais rajouter. C'est que je pense que bon, la démarche d'ABCTR, ça peut aider à répondre à des questions des territoires dans le cadre des plans climat, des choses comme ça, mais pas que. Du fait qu'on fait un inventaire assez exhaustif des systèmes de culture, donc ça veut dire les rotations, les pratiques culturelles y associées, en lien avec le type de sol, ça permet d'aller au-delà de l'unique thématique émission gaz à effet de serre. Je l'ai aussi appliqué pour faire des diagnostics de sensibilité à l'érosion des parcelles agricoles à travers justement de cette dynamique matière organique liée à une texture. On peut calculer des indicateurs érodibilité et comment ça change si on modifie le système de culture, par exemple. Et on peut classer alors des systèmes de culture qui semblent trop sensibles à l'érosion pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'agriculteur peut faire dans son système de culture pour limiter cette sensibilité. Et ça, c'est quelque chose qui me semble aussi intéressant à mentionner. Donc ça, c'est un exemple, mais j'imagine que c'est pas le seul. Oui, Voilà. oui. On a bien mis en évidence un certain nombre d'usages possibles là, cet après-midi qui sont autant de pistes à explorer pour vous qui nous écoutez, si vous souhaitez. Ok, bah merci beaucoup, Paul, pour ce complément. Est-ce que quelqu'un, je vois qu'il y a un message de conversation. Au revoir, Arnaud. Merci de votre participation. Est-ce que quelqu'un a encore une question, une réaction? N'hésitez pas. Ok, donc j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Je vais reprendre la main donc pour terminer ce webinaire. Bah déjà, merci beaucoup pour toutes vos contributions et discussions qui ont suivi. Et j'espère que du coup, ça a pu vous apporter des témoignages intéressants dans vos travaux à tous. En tout cas, c'était l'objectif. Donc, un petit mot de conclusion avant de nous quitter. Donc, la thématique qu'on s'était donnée aujourd'hui, c'était de voir justement comment un BCTR pouvait aider à contribuer à créer une dynamique agricole collective autour de ce sujet dans le but d'alimenter le conseil individuel. Donc je pense qu'on a pu vous montrer que c'était possible, mais on a mis en évidence aussi, par ailleurs, au travers des témoignages aussi des autres référents utilisateurs qui avaient d'autres usages possibles, d'autres façons de mener ABCTR, donc un champ des possibles assez vaste, il me semble, et c'est vraiment très intéressant de voir ça aussi pour nous, AgroTransfert. On suit ça de près et puis on reste vraiment disponible pour continuer d'échanger avec vous et puis d'explorer les pistes des possibles. Et donc, pour revenir sur ce lien entre la dynamique territoriale et individuelle sur le sujet du carbone, ce qu'on a voulu montrer, c'est que il peut y avoir une réflexion en amont de l'accompagnement individuel pour créer de la référence, mieux connaître son territoire, mieux connaître le potentiel aussi, pour pouvoir éventuellement cibler, dans le cadre des démarches carbone, là où il y a le plus gros potentiel, par exemple, de crédit carbone à aller chercher, mais voilà, il y a bien sûr d'autres objectifs et il faut bien que les plans d'action, ça c'est important de le rappeler, même si ça a été dit tout au long des témoignages, que les plans d'action ne doivent pas être seulement
des plans d'action bas carbone, mais bien en lien avec et ancrés dans la transition agroécologique et donc adaptés aussi au changement climatique et au contexte économique de demain. Et puis, on peut aussi imaginer demain mobiliser ABCTR en aval de cet accompagnement individuel pour mobiliser, remobiliser, fédérer, aller plus loin ensemble pour voilà, amener des plans d'action qui soient toujours plus ambitieux, hein. Le but étant, en tout cas dans la démarche du label bas carbone, de les faire leur mettre un pied dans la porte pour 5 ans, mais dans une perspective d'avoir une amélioration continue sur le long terme. Voilà, et donc pour revenir à ABCTR, bon, vous l'aurez compris, c'est une méthode qui est maintenant disponible, hein, enfin, déjà disponible depuis plusieurs années, en lien avec des diagnostics individuels ou non, pour être déployés sur de nouveaux territoires. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous voyez des pistes. Nous, on réalise de la prospection, mais on compte aussi sur les référents utilisateurs actuels et futurs pour nous aider à faire vivre ABCTR. Et puis, on est toujours à l'écoute sur des pistes d'amélioration. On s'était posé la question au moment de l'adapter au label bas carbone, voire travailler sur la simplification de certaines étapes pour faciliter les déploiements et l'appropriation des acteurs, voire d'autres pistes, hein, certaines ont été évoquées aujourd'hui. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter pour ça, si vous en avez. On reste disponible. Donc, je vous ai remis mes contacts. Et puis, n'hésitez pas aussi à visiter notre espace web dédié. Et je vous remercie à tous de votre attention et votre participation. S'il n'y a pas une dernière réaction éventuellement sur ce qui a été dit. Merci beaucoup pour cet applaudissement. Voilà, et merci beaucoup d'être venus en si grand nombre pour écouter ces témoignages. Et je suis très contente. Pour moi, c'est vraiment une réussite de partage aussi de connaissances et de démarches qui, j'espère, feront des émules, voilà, dans le monde du carbone. Voilà, donc je vais clôturer le webinaire. Je vous remercie encore une fois. Voilà, bonne fin Merci. de journée à tous. Et puis, on reste en contact avec ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas. Merci à tous les intervenants et participants. Bonne fin de journée à tous. Merci Et à beaucoup. bientôt. Merci. Merci Justine, Merci, au à revoir. bientôt. Au revoir. Au Bonne revoir. journée, au revoir.